Bonjour, bonjour Timothée Morel. Merci de participer à ce webinaire. Je vais partager mon écran. Attendez, c'était pas ça que je voulais faire. Check. Et voilà. En attendant, peut-être que les différents participants nous rejoignent. Juste pour expliquer un peu le fonctionnement du webinaire. Pour l'instant, les micros de tout le monde sont coupés par défaut. Si jamais vous avez des questions que vous souhaitez voir abordées, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. À la fin de la présentation, on devrait passer voilà, quelques minutes pour traiter des différentes questions qui n'auraient pas été abordées dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si jamais vous avez des cas un peu particuliers, à les poser. Si jamais on ne peut pas y répondre tout de suite dans le cadre du webinaire, on fera en sorte de revenir vers vous dans les quelques jours qui suivent sur les différents sujets, si jamais on n'avait pas les réponses à tous les éléments. Je pense qu'il est 31, on peut commencer. Donc le sujet d'aujourd'hui est de traiter à la fois les primes en Wallonie. Hein. Vous avez tous vu qu'il y a quelques semaines, le nouveau gouvernement a pris des décisions assez radicales là-dessus. Et donc, on pensait aborder deux sujets, puisque en parallèle, on a des obligations énergétiques qui sont devant nous en Wallonie, et c'est d'essayer de voir un peu comment ces deux éléments vont s'articuler et quelles pourraient être les conséquences d'une décision sur les obligations. Et surtout, comme le gouvernement aussi a annoncé d'autres futures réformes, on pourra essayer de voir un peu quels seraient les potentiels besoins de réforme du dispositif transitoire. Peut-être un mot avant juste sur voilà, EasyPrime, quels sont les services que nous proposons. On propose des services d'audit logement. C'est donc la partie un peu en amont de la gestion des primes qui est devenue obligatoire maintenant en Wallonie si on veut avoir des primes. On peut faire des inventaires PEB, conseiller PEB. On s'occupe des primes aussi de bout en bout et des certificats. Donc, on a des services complémentaires à la fois pour les copropriétés et aussi pour les propriétaires individuels, bailleurs ou autres pour ces différents services. Au niveau de quelles étaient les primes existantes jusqu'à début 2024. En fait, les primes habitation qui existent toujours et qui viennent d'être réformées n'étaient pas si anciennes que ça. Elles avaient déjà été revues de façon assez importante en 2023 avec une première simplification, puisqu'avant l'audit logement et le calcul de la prime se faisait en calcul de gain de déperdition et la feuille de route, les étapes et les matériaux à mettre en œuvre étaient des prérequis, ce qui faisait que, en fait, avant 2023, le mécanisme était tellement complexe à appréhender que très souvent, il était impossible d'obtenir une prime. Depuis 2023, mi-2023 pour être exact, le dispositif était relancé et a même devenu assez populaire puisque le nouveau gouvernement l'a même jugé hors de contrôle d'un point de vue budgétaire.
En 2023, on était un peu encore en plein en train de gérer les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie. Deux autres primes avaient été revues. C'était lancé, pardon, les primes pour les systèmes de chauffage qui pouvaient être demandés hors audit, hein, tout ce qui était pompe à chaleur, chauffage appelé, mais aussi les primes petits travaux, donc pour les travaux inférieurs à 6 000 euros. Il y avait une quatrième dispositif, prime pour l'isolation de la toiture, mais là, il fallait faire venir quelqu'un de la région wallonne qui allait regarder la toiture et là aussi donner des indications sur comment l'isoler. Donc, quatre dispositifs de primes différents avec quatre équipes de gestionnaires de primes différents. Donc, quelque chose qui avait la vertu d'exister, mais qui était quand même assez essaimé sur plein de dispositifs et a donc été jugé comme inadéquate par le nouveau gouvernement. Donc là, c'est un petit peu les principaux défauts hein, qui ont été remontés là lors de la décision du réforme dispositif. On était souvent trop généreux puisque le montant, par exemple, là je donne un exemple, c'était qu'en fonction des catégories de revenus, on pouvait donner jusqu'à 300 euros par mètre carré d'isolant. Or, on sait que pour une toiture, juste le fait de poser de l'isolant, on n'arrive jamais à 300 euros par mètre carré. Et donc, on venait systématiquement payer 90% du coût des travaux TTC. Donc, c'est-à-dire que le reste à charge pour le propriétaire pouvait être très faible. Et en plus, comme il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire un montant maximum de primes qu'un propriétaire peut obtenir pour son bien, ben, parfois, on pouvait vraiment arriver sur des montants très conséquents. Et au vu de l'affluence du nombre de dossiers qui ont été collectés en 2024, ils s'attendaient à, comme il y a un grand décalage entre l'introduction et le paiement, ils s'attendaient vraiment à une avalanche de paiements à faire en 2025. Et donc, ils se sont dit, oui, il faut caper un peu ce dérapage budgétaire. Les primes petits travaux, donc là, attention, pour pouvoir demander une prime, il fallait que la totalité des factures soit inférieure à 6 000 euros. Donc là, c'était vraiment pour un peu des factures, on va dire, entre guillemets, de bricolage. Je viens changer un châssis, je viens isoler un petit espace. L'effet était négligeable sur la PEB. Donc là, on s'est dit, ce n'est pas pertinent de maintenir ce dispositif. On l'avait vu aussi, il y avait 4 dispositifs avec 4 équipes différentes. Les délais de traitement sur les primes travaux aujourd'hui peuvent prendre jusqu'à plus de 18 mois, encore plus si jamais il y a des échanges parce que l'administration va avoir des informations complémentaires. Et donc l'idée, c'est qu'en rationalisant les dispositifs avec plus qu'un seul canal et un seul processus, c'est de pouvoir fusionner les équipes et ils espèrent pouvoir résorber ces délais-là. Le quatrième argument qui a été avancé aussi par la région, c'était qu'avec les 4 procédures différentes et les 4 dispositifs différents, ça devenait difficile à appréhender pour les propriétaires, mais aussi pour l'administration elle-même, parce qu'il y avait des systèmes différents, des processus, des équipes. Et donc, dans une logique de simplification, ils ont décidé de ne garder plus qu'un seul dispositif, les primes habitation. Donc, quelles autres décisions complémentaires ont été prises? C'était que, comme ça a été un peu une annonce brusque en février, ils ont annoncé en fait pour le jour pour le lendemain un changement de dispositif, mais avec un dispositif transitoire entre le 14 et le 28 février. Donc on avait 2 semaines pour pouvoir demander un maintien de l'ancien dispositif plus favorable. L'idée était de se dire qu'il y avait beaucoup de propriétaires avaient voté, décidé et payé certains travaux sur la base du fait qu'il y aurait un financement de la région. Et forcément, si jamais le financement de la région n'intervenait plus, l'équation de départ n'était peut-être plus soutenable pour le propriétaire. Et donc, toutes les personnes qui s'étaient déjà engagées dans une rénovation importante ou avaient déjà payé des acomptes des travaux, ces personnes-là
ont eu le droit de faire une demande de maintien du dispositif. Donc là, il y avait un peu un sentiment, un moment vraiment d'urgence. Il fallait être assez réactif puisqu'on avait moins de 24 heures pour payer les devis et puis après 2 semaines pour se signaler auprès de la région. Donc, si jamais vous avez parmi vous des clients qui ont des chantiers qui ont déjà commencé avant la date du 14 février, mais qui ne s'est pas signalé avant le 28, malheureusement, ces personnes-là vont basculer sous le nouveau dispositif qui est moins favorable que je vais vous présenter. J'en ai déjà parlé un petit peu. La deuxième grosse décision, c'était de ne conserver plus qu'un seul système, la prime habitation avec audit logement. Donc maintenant, il faut systématiquement qu'il y ait un audit logement pour avoir droit aux primes, à l'exception de tous les travaux pour la toiture, où là, c'est le seul poste où il ne faut plus faire venir quelqu'un de la région, parce qu'ils étaient débordés, ni faire un audit logement. Donc, à partir du moment où on travaille sur sa toiture, on peut demander les primes directement sans devoir faire un audit logement. L'autre décision, on avait parlé de réduction pour pouvoir éviter le dérapage budgétaire. Donc, on a une réduction en fait de 60% du montant des primes. Donc, l'isolation de la toiture, auparavant, on finançait au minimum 50 € par mètre carré isolé. Et bien là, on passe à 20 €. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour tous les postes. Donc, ils n'ont pas regardé de façon détaillée quelles étaient les primes pertinentes ou pas. On aurait pu se poser cette question-là, par exemple, avec le fait qu'il fallait qu'on continue à installer, à financer la mise en conformité d'une installation de gaz, par exemple. Ben non, ils n'ont pas été dans le détail. Ils ont dit on diminue tout de 60% et comme ça, on s'assure qu'au global, ça devrait tenir. Ils ont exclu les propriétaires à haut revenu. Avant, on verra qu'à partir du moment où on était propriétaire, usufruit ou nu propriétaire, que on était résident, qu'on le mettait à disposition d'un tiers ou qu'on le louait à certaines conditions, eh ben, on avait systématiquement le droit aux primes, quels que soient nos revenus. Aujourd'hui, si jamais le couple a des revenus supérieurs à 5 bruts imposables supérieurs à 114 000 €, ils n'ont plus le droit aux primes. On a aussi une diminution du plafond d'intervention. Auparavant, je l'avais présenté un peu en introduction, on pouvait intervenir jusqu'à 90% du poste. Là, on va payer, si je reprends mon exemple, non plus 50 € par mètre carré de toiture, mais plus que 20 € par mètre carré d'isolant en toiture. Et si jamais le coût de cet isolant venait à coûter 30 €, eh ben, là, on viendra encore réduire la prime en ne payant plus que 50% de ces 30 €, c'est-à-dire 15 € par mètre carré, alors qu'avant, on aurait payé 90% des 30 €. Là aussi, il y a une exception, c'est pour les catégories de revenus les plus faibles, où là, on va multiplier le montant de la prime à chaque fois. Et ben là, ils interviennent à 70%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il reste plusieurs catégories de revenus et il y a, on va dire, les revenus moyens, hauts et moyens intermédiaires, ça sera moins intéressant. Mais dans les catégories de revenus faibles, comme les primes étaient parfois bien supérieures au prix du marché, même avec une réduction de 60%, on sera sur des revenus qui resteront quand même conséquents. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rentrés dans le détail de telle et telle prime? Est-ce que c'était vraiment pertinent? Pourquoi il n'y a pas une refonte d'ensemble? C'est le nouveau gouvernement a décidé de se donner un peu de temps, le temps de revoir complètement le dispositif, puisque le nouveau dispositif devra rentrer en vigueur au 1er octobre 2026.
Donc, si jamais parmi vos clients, il y en a qui ont des travaux en cours, il faudra voir si les délais de leur chantier, en fonction, soit ils ont fait une demande de prolongation de l'ancien système avant le 28 février, et donc là, il faudra clôturer le dossier avant cette échéance du 1er octobre 2026, et là, ils seront sur l'ancien système. Dans le nouveau système, il sera intéressant de recalculer pour voir quel est le montant de la prime pour le nouveau chantier, s'il avait déjà commencé, et il faudra qu'il soit livré avant le 1er octobre 2026 pour qu'il soit toujours éligible. Si c'est un chantier qui se finira en décembre 2026, là, le problème, c'est que vraisemblablement, on ne saura pas quel sera le montant de prime pour ce chantier avant un petit temps, puisque l'administration a décidé sans doute de reprendre depuis zéro le dispositif en place. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'audit logement. Je ne sais pas si tout le monde est familier. Donc là, c'est une spécificité de la région wallonne. L'audit logement, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de route dans laquelle on va définir les travaux à réaliser en partant du score PEB de la maison de base, et on va voir quel est le chemin cohérent pour arriver au label A. Label A qui est l'objectif 2050 de la région wallonne pour le résidentiel. L'auditeur logement est donc celui qui fait l'audit. C'est un professionnel, donc c'est quelqu'un issu du secteur privé, mais qui a passé un concours et qui est agréé par la région wallonne et qui va conseiller les propriétaires dans les améliorations à réaliser dans le bâtiment pour arriver ou aussi au sein des copropriétés, parce qu'il y a aussi des audits logements pour les copropriétés. Et donc, il va conseiller et définir la feuille de route pour tendre au label A et définir un certain nombre d'étapes. Les étapes, c'est lui c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon de la feuille de route, les bouquets. Les bouquets, c'est lui qui peut les fixer. Ça peut être soit des bouquets de travaux cohérents. Quand on va changer la toiture, si elle n'était pas isolée, c'est peut-être le moment aussi, on va regarder toutes les ouvertures de toit, s'il ne faut pas changer les Velux, s'ils sont à garder ou à changer. C'est là aussi, on va voir s'il faut refaire la couverture, et donc ça pourrait être un bouquet cohérent, ou sinon le bouquet peut aussi correspondre à des étapes de rénovation obligatoire. Par exemple, on veut tendre pour le label D pour être en conformité avec l'échéance où il faudra y être. Alors là, on peut demander à l'auditeur de faire correspondre les différents bouquets à ces échéances réglementaires. Dans la feuille de route, c'est un document qui est très important parce qu'au-delà de juste dire commencez par votre toiture, votre façade, il va également dedans donner des exécutions de mise en œuvre. Donc, nous allons dire dans votre toiture, comme on a visité le bâtiment, on vous propose plutôt une isolation en sarking, et voilà le type de produit que vous devez mettre avec le lambda et le R. Et donc là, attention, ça sera à respecter pour pouvoir obtenir la prime, il y a des performances minimales. Et donc, il faudra les respecter. Et puis, il y a aussi des performances minimales pour avoir les gains PEB espérés. Et donc, là, c'est vraiment une sorte de cahier des charges énergétique à prendre en compte au moment où, en tant qu'architecte, vous allez réaliser vos métrés ou vous allez faire le suivi de chantier ou valider les devis. Pour pouvoir faire une demande de prime, l'auditeur logement a l'obligation de valider, d'enregistrer le rapport d'audit. Donc nous, quand on fait un audit logement,
Si jamais il y a un architecte qui est mandaté parce qu'il y a un permis ou parce qu'il va faire suivre le chantier, ben on apprécie qu'il soit là le plus tôt possible, puisque d'une certaine façon, ben, nous, les exécutions qu'on va conseiller, ça doit être les exécutions qui doivent être mises en œuvre. Et donc, s'il y a des aspects spécifiques, techniques, sur lesquels vous auriez voulu discuter, ben, il vaut mieux que la discussion elle se fasse au moment de la validation du rapport, plutôt qu'en cours de chantier où ben, le rapport est peut-être un peu moins frais dans la tête de l'auditeur, parce que parfois il peut avoir un délai de 3 à 6 mois, voire plus, entre le moment où l'audit a été fait et le moment où les questions se posent. Et donc là, c'est important que le document reste pertinent et donc cette discussion puisse avoir lieu le plus tôt possible. Euh, un petit point d'attention là sur les primes, c'est que j'en avais parlé, hein, il y a des critères à respecter, hein, donc des R minimum en toiture, en façade, des U pour les châssis et ainsi de suite. Un des points d'attention les plus particuliers, c'est quand on va mettre du double flux. Dans l'audit, on va définir les débits pièce par pièce et en fait, au moment où on va faire la demande de prime, on va redemander un calcul des débits. Et donc là, c'est vraiment un des points d'attention. Si les performances des débits ne sont pas respectées, et bien là, on n'aurait pas la prime. Donc là aussi, je vous invite à bien maîtriser le document de l'audit logement qui est parfois un petit peu complexe dans sa mise en page pour bien voir les règles. Et puis, il y a tout ce qui est accès à la profession pour le choix des entrepreneurs. Ici, ben, c'est un exemple de feuille de route, hein, donc c'est un document qui fait plus d'une cinquantaine de pages. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, un bouquet. Dans le premier bouquet, qu'est-ce qu'on proposait de faire? Ben, c'était d'isoler toutes les façades, changer tous les châssis. Et on va donner ben, les performances à atteindre en termes de U sur ces diverses parois. Ça fait progresser le label sur cette paroi-là. Ça calcule le gain en termes de kilowattheure. Ça va calculer des montants d'économie. Ça va donner des coûts estimés. Ça va vous calculer le subside dans la catégorie de base. Et il y aura un temps de retour sur investissement. Et donc, c'est après, ici, le mur, la toiture T1, par exemple, c'est là où on va retrouver plus bas dans la feuille de route, belle exécution. Et donc là, on voit que l'auditeur logement avait fait le choix de mettre un isolant en fibre biosourcée et avec un R de 4,6 sur une toiture qui faisait plus de 120 mètres carrés. Et donc, c'est cet isolant biosourcé qui devra être placé. Et donc là, c'est vraiment dans ces documents-ci qu'on va trouver tous les points d'attention. Un des éléments où là, je trouve, c'est un peu une des limites de ce document, c'est qu'on nous demande en tant qu'auditeur de numéroter avec T1, M1, ce genre de choses, des parois de déperdition. Mais dans le document, c'est pas toujours facile à appréhender de quelle toiture on parle. Si jamais il y a plusieurs toitures, si jamais il y a, voilà, et en particulier quand il n'y a pas d'architecte, quand il y a juste le propriétaire et qui est prêt à aller demander plusieurs devis, ça arrive régulièrement quand on vient après travaux faire un certificat PEB, qu'on constate que, par exemple, ben, dans l'audit, on avait dit qu'il fallait isoler tel pied de mur. Et puis, en fait, l'entrepreneur n'a pas pris en compte. Et donc, là, l'idéal, c'est de demander à l'auditeur logement de vous partager les SketchUp ou de bien vous expliquer de quelle paroi on parle. Hein, nous, au-delà à côté de l'audit logement, on met un petit rapport, on explique bien ces différentes parois pour qu'il n'y ait pas de confusion au moment de l'exécution et que ça soit vraiment clair. Ça permet de faciliter un peu les choses.
On va rentrer maintenant un peu dans le cœur des primes 2025, hein. Donc après réforme, qu'est-ce qui reste? Donc ben, c'était les mêmes postes qu'auparavant. Donc il y a une prime pour l'audit logement. Quand on faisait un audit, on avait une prime. Le fait qu'elle ait été réduite de 60%, ben, ça veut dire que là, le reste à charge va quand même être assez important puisque le, l'audit logement de base, c'était une centaine d'euros. Donc là, on part quand même de beaucoup plus bas. Et pour une maison, en règle générale, on tourne aujourd'hui, que ce soit nous, mais aussi sur le marché, plus ou moins autour de 1200 euros TTC. C'est un peu les prix. Il y a des primes après pour tout ce qui est isolation toiture, pour tout ce qui est isolation des façades, les sols, les nouveaux châssis, sécurité, salubrité, ça, tout ce qui est installation électrique, installation gaz, les systèmes de chauffage, donc à la fois le changement du système, hein, si jamais uniquement si on met des pompes à chaleur ou des poêles à pellets, par exemple, il n'y a plus de prime pour les chaudières à condensation, les systèmes de ventilation, et puis tout ce qui va permettre de pouvoir améliorer le rendement en mettant des circulateurs, isoler les tuyaux, ce genre de choses. Attention, les demandes se font après travaux. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est l'auditeur logement intervient, on valide notre rapport d'audit, ça veut dire qu'il est enregistré à la région wallonne, ça donne le droit aux primes. Le propriétaire fait ses travaux. Si jamais il a décidé de séquencer ses travaux en disant ben, je commence par la toiture, l'année prochaine je fais les façades et dans 3 ans je mettrai ma pompe à chaleur, et ben, dès qu'il a une facture de solde par poste, il peut introduire sa demande et cette demande-là permettra de financer les travaux suivants. Théoriquement, l'audit logement, une fois qu'il était publié, ça donnait la possibilité de demander des primes liées à cet audit pendant 7 ans. Comme l'administration prévoit une refonte en octobre 2026, on ne sait pas si toutes les personnes qui feront des audits logement aujourd'hui continueront à avoir droit aux primes liées à leur audit réellement pendant 7 ans. Ça reste encore en suspens par rapport à la décision que va prendre le gouvernement. Sur le paiement des primes, il faut quand même s'attendre à un vrai décalage entre le moment où le dossier est introduit dans la plateforme et le moment où la prime sera réellement payée. Aujourd'hui, les dossiers que nous, on traite sont plutôt payés dans un délai de 18 mois. Voilà. Après, le nouveau gouvernement a promis qu'il allait faire des efforts pour résorber ce délai. J'accélère un peu parce qu'on avait dit 40 minutes et on est déjà bien avancé. Quelles sont les conditions pour demander les primes? Il faut être une personne physique, hein, donc les entreprises n'ont pas accès, sauf si jamais c'est une copropriété enregistrée. Attention, dans ce cas-là, c'est uniquement pour les parties communes, hein, la toiture, les façades, mais les châssis, là, il n'y aura pas de prime pour cela. Il y a un engagement obligatoire quand on fait une demande de prime. Si jamais je suis propriétaire résident, je devrais rester dedans pendant 5 ans. Donc là, il faut faire attention quand même que le montant des primes soit suffisamment intéressant pour faire la demande. Sinon, si on prévoit de revendre très vite, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Voilà, donc là, c'est un peu libre choix de chaque propriétaire, mais il faut en avoir conscience. Ou il faut confier le logement pour faire du logement social via une AIS pendant au moins 9 ans, mettre à disposition gratuitement pour un membre de sa famille pendant 1 an, ou il faut louer le logement pendant 5 ans en respectant les barèmes des loyers de la région wallonne. Voilà, donc tout le monde n'a pas accès aux primes, il y a certaines règles à respecter, et au moment où on fait la demande, il faut quand même bien avoir conscience de cela. Soit sinon le dossier sera refusé, ou sinon on pourra demander, exiger un remboursement.
Alors, nos recommandations par rapport aux primes, j'en ai déjà traité quelques-unes. L'idée, c'est qu'on part d'une situation de départ. On va dire le bien est en G, on va tendre vers A. Ben, donc, un peu comme pour un certificat PEB, il faut donner à l'auditeur la majorité de la documentation dont on dispose pour déjà partir du plus haut possible, hein. Si jamais le bien était déjà en D, ça ne sert à rien qu'on nous conseille de réisoler la toiture. Si nous, on sait qu'elle est isolée, il vaut mieux donner à l'auditeur logement tous les documents qui permettra de partir de la situation réelle, qui est donc la situation où la toiture serait isolée, donc on pourrait être en D. Si jamais vous, en tant qu'architecte, vous êtes mandaté pour faire des travaux, intervenez le plus tôt possible parce que vous allez donner aussi votre point de vue et donc l'auditeur peut tout à fait les prendre en compte dans son phasage, hein, comme les points de vue du client. Si jamais le client a décidé de réaménager des combles en logement, forcément, dans ces conseils, on va plutôt venir conseiller d'isoler la toiture plutôt que le plancher du grenier, dans une logique de cohérence et d'intérêt. Euh, dans tout ce qui est devis et facture, donc là c'est plutôt pour la demande de prime, il faut que tous les éléments soient bien détaillés puisque vont servir après coup comme preuve pour la demande. Et si jamais on a juste une facture écrite travaux toiture, ça ne donnera le droit à rien, le dossier sera refusé. Comme pour le certificat PEB après travaux, si on n'a pas de détails, on n'a pas de facture détaillée, et ainsi de suite. Voilà, on n'aura pas la prime. Il faut aussi, dans ces documents, vérifier qu'on respecte bien les normes qui avaient été conseillées. Après, je ne vais peut-être pas les faire tous. Il faut prendre des photos. Il faut que l'entreprise soit bien enregistrée à Banque Carrefour. Voilà, donc là, c'est assez pertinent. Mais si vous avez des doutes, la plupart de nos confrères font comme nous, c'est-à-dire que si jamais le client ou l'architecte nous sollicite 3, 4, 6 mois après qu'on ait fait l'audit, on peut toujours donner un petit peu de conseils si jamais il y a des questions sur ce qu'on avait proposé. On peut aussi peut-être parfois trouver des alternatives. Parfois, on voit que l'isolation par l'extérieur n'est pas possible parce que le voisin ne veut pas. Alors, on peut expliquer comment ça doit être isolé par l'intérieur. Enfin, voilà, pour arriver au même score PEB ce qui était attendu. Peut-être, je vous propose de rentrer dans un exemple assez concret. Ici, concrètement, qu'est-ce qu'on avait? C'était une villa 4 façades dans le Brabant wallon, qui avait quand même une certaine superficie, mais on le voit qui était resté un petit peu dans son jus. Donc, il y avait beaucoup de travaux de rénovation à la fois, on va dire, plutôt esthétique, aussi de remise aux normes d'installation électrique, mais la dimension énergétique n'est pas négligeable puisqu'il fallait refaire la toiture, changer les châssis, donc il y avait quand même pas mal de choses. Donc on partait d'un PUBG, on avait plus ou moins un budget de 700 000 euros de la part du maître d'ouvrage. On était en catégorie R2, donc là, c'est un peu du jargon, mais c'était la catégorie la plus haute qui a toujours droit aux primes en 2025, hein. Donc c'était juste inférieur, la tranche inférieure à 114 000 euros de revenus imposables. Donc on va dire, c'est la nouvelle prime de base euh, qu'on voit aujourd'hui. Et là, on voit, il y avait 100 000 euros pour la toiture, il y avait une petite partie seulement des façades que le client souhaitait isoler. Donc, les autres façades, on avait mis plus tardivement dans l'audit. On isolait toute la dalle de sol, on changeait tous les châssis, on mettait un double flux, il y avait un gros poste d'installation électrique. On arrivait à un montant de prime de 24 000 euros. Donc 24 000 euros par rapport à l'investissement énergétique qui était plus ou moins de 250 000, on était à 10% de l'enveloppe. Donc on est bien loin des 90% qu'on pouvait trouver avant quand on était dans d'autres catégories, mais ça reste quand même un montant qui n'est pas non plus anecdotique pour la plupart des propriétaires. Et donc, je pense qu'il faut prendre en compte ces primes dans le cadre du budget de rénovation. Ça peut
pousser un client à se dire ah ben tiens, si j'ai 24 000 € en plus, ben, je vais peut-être aller faire cette petite isolation que j'avais pas prévue, ou peut-être je vais peut-être anticiper la mise en place de tel ou tel système que j'avais reporté, ou je vais aménager la chambre de mon fils que j'avais prévu faire plus tard. Voilà. Donc ça c'est un peu intéressant, mais on voit bien la diminution, hein. Dans l'ancien système, on aurait eu le droit à plus de 60 000 €, donc il y a bien une réduction, c'est ce que voulait le gouvernement. Je vais très rapidement conclure sur le lien entre ces primes, l'audit logement et les obligations d'innovation. Donc là, je reprends tout d'un coup beaucoup de hauteur, hein. La norme PEB en Belgique est différente. Pourquoi? Parce que c'est une compétence régionale, donc les certificats sont différents, les auditeurs, les certificateurs ne sont pas les mêmes personnes, ce sont des agréments différents. Et de cette législation différente, forcément, on est venu avec des objectifs de rénovation différentes et des contraintes différentes. Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait partir de la région wallonne. Donc là, vous allez la situation de départ en 2021, donc déjà un peu qui devrait être mis à jour, mais il y avait pas mal de passoires énergétiques et il faut voir que on doit tous tendre vers le label A, donc c'est la petite partie en vert foncé. Donc on voit que d'ici 2050, en fait, toute la Wallonie devra être rénovée de fond en comble. Donc on comprend bien l'ampleur de l'enjeu. Le contexte réglementaire, très rapidement, là, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en mars 2023, il y a un calendrier qui a été voté, un calendrier avec des obligations de rénovation. Et comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire sur la base du certificat PEB. Et la Wallonie a décidé de faire assez complexe parce que c'est un calendrier à 4 dimensions. Donc là, je vous présente une première dimension qui est donc, je suis propriétaire résident. En 2028, je dois avoir un certificat PEB valide. Et puis, on va progressivement me dire, ah ben tenez, j'étais en G, hein, situation de départ. Après, en 2031, je devrais minimum être en F. 36 E, D, C, B, et ainsi de suite. Et donc là, on voit que toutes les maisons wallonnes vont devoir, en fonction des dates qui sont là, rénover depuis de plus en plus régulièrement leurs biens pour tendre vers le A. Bien entendu, on peut faire une rénovation globale et arriver à une meilleure lettre bien plus tôt, mais ça, on va dire, c'est comme ça qu'on va pousser les gens à rénover. Par contre, là, c'est là où on prend une deuxième dimension. Si je suis un propriétaire résident, un nouveau propriétaire, j'achète le bien à partir du 1er juillet 2026. Comme en Flandre, j'aurai une obligation de rénovation où là, j'aurais directement passé en label D dans les 5 ans. Donc là, il faut se dire que dès l'année prochaine, si jamais vous avez un client qui vient vous voir et qui vient d'acheter sa maison, et qui prévoit de faire des rénovations, il faudra s'assurer qu'on sera bien en D après rénovation, sans quoi il y aura des conséquences. Donc ça, c'était les deux premières dimensions pour les propriétaires résidents et les nouveaux propriétaires résidents. Et puis, il y a une différence si jamais je suis propriétaire bailleur. Propriétaire bailleur, là, on est plus exigeant. Donc là, on voit les exigences, on devait arriver en 2031 à F ou D en fonction de ce que j'étais. Pour les propriétaires bailleurs, c'est plutôt dès 2027, on me demande d'être en F et puis de progresser. Mais par contre, c'est là où on arrive dans la troisième dimension, c'est quatrième dimension, pardon. Si jamais je mets en location le bien pour la première fois, donc j'ai racheté le bien, quelqu'un habité dedans, je le mets sur le marché de la location, et là, il y aura des échéances et des demandes encore plus contraignantes. Alors là, je n'ai pas précisé les lettres parce que les lettres variaient encore en fonction des dates, donc là, ça devenait encore plus compliqué. Mais donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est 2027, les premières obligations propriétaires bailleurs, 2031 pour les propriétaires résidents, avec des certificats obligatoires dès 2028. C'est bien là pour tous les biens, même si jamais il n'y a pas de transaction, hein. Avant, c'était une obligation en cas de transaction immobilière, achat, revente, location. Ici, ça sera pour tous les biens et c'est sur la base de ce certificat-là qu'on verra si jamais vous tenez les différentes échéances.
Alors, en conclusion un petit peu de notre présentation, avant de prendre vos questions, hein, c'est euh, forcément là, on voit 99% du parc qui doit être rénové. Il y a beaucoup de questions de faisabilité, de cohérence. Est-ce que c'est possible? D'autant plus si les primes diminuent. Nous, ce qu'on pense, c'est que si on se décale un peu de ces obligations, c'est que la rénovation, on en a toujours fait, hein, régulièrement. Les bâtiments ont besoin d'entretien. Et donc, la rénovation énergétique est une de ces composantes de la rénovation qu'on fait régulièrement et va avoir plusieurs enjeux. Ça va permettre d'obtenir une plus-value. On va aussi avoir des économies d'énergie. On sait qu'on va réduire nos émissions. Et il y a des aides qui sont prévues pour ça. Et donc, c'est l'ensemble de ces aspects, hein, pas que la conformité, qui font qu'il y aura un intérêt à faire de la rénovation énergétique dans nos bâtiments. D'autant plus qu'on pense que nos consommations énergétiques dans le temps vont continuer à augmenter et que le prix de celle-ci va être de plus en plus cher. Donc, avoir des biens moins gourmands, c'est quand même assez intéressant. Mais donc, comment s'y prendre, hein, c'est là où le rôle de l'auditeur logement avec la feuille de route a du sens, c'est qu'il vient vraiment aider sur le moyen long terme, enfin sur le court, moyen et long terme, le propriétaire à avoir une feuille de route et pouvoir se lancer. Les quelques problèmes qui demeurent, hein, j'ai dit que ces rénovations obligatoires ne seraient pas sans enjeu. Concernant les primes, pour moi, la procédure reste complexe avec des délais qui resteront trop longs. Puis on a un peu on manque de visibilité puisque dès 2026, le dispositif sera à nouveau changé. Or, on sait que le secteur de la construction, les propriétaires, ils aiment bien la stabilité, pouvoir se projeter. Parfois, on a besoin de permis, de demander un crédit, rénover, c'est un peu du temps long. Et donc, avoir des dispositifs qui changent en 2023, en 2025, en 2026, ça fait quand même quelque chose qui est un peu erratique. Les primes pour les copropriétés, donc ça, nous, c'est un peu notre cœur de métier. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on s'occupe beaucoup des copropriétés. Et en Wallonie, les primes des copropriétés sont les plus faibles. Or, parfois, c'est pas forcément les clients les plus aisés, et c'est aussi là où on touche le plus de bénéficiaires. Et parfois, en mettant un système de chauffage intelligent dans une copropriété, on peut réduire de façon significative les émissions CO2. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Et puis sur les primes, il y a beaucoup de gens qui sont exclus de ce dispositif. Maintenant, les hauts revenus. Et puis aussi, tous les bâtiments non résidentiels et les entreprises qui ne sont pas des bénéficiaires éligibles, qui ne l'étaient pas dans le passé et qui ne sont toujours pas aujourd'hui. Concernant les obligations de rénovation, bien que le gouvernement wallon ait déjà voté il y a déjà 3 ans maintenant, en 2023, des calendriers, on manque en fait certains décrets d'application. Donc, c'est-à-dire concrètement, quelles vont être les conséquences si jamais on n'est pas conforme. Ça n'a pas encore été défini. Pour les copropriétés, où parfois là, il faut imaginer, il y a les 4 dimensions qui vont se retrouver au sein d'un même immeuble avec des propriétaires résidents, des nouveaux propriétaires, des nouvelles locations. Comment est-ce qu'on va coordonner ça? Ça va être un peu un sac de nœuds et rien n'a été défini. Et enfin, il y a eu très peu de communication concernant ce calendrier. J'ai lu, je crois, hier ou avant-hier dans la presse, qu'on disait qu'en Belgique, 70% des gens ne connaissaient pas leur score PEB de leurs biens. C'est un peu embêtant si jamais les gens vont être pénalisés s'ils ont un mauvais PEB, s'ils ne connaissent pas leur PEB, ils ne connaissent pas le fait qu'ils vont être pénalisés. Je crois qu'il faut savoir donner du temps aux maîtres aux propriétaires d'anticiper leurs travaux, de les financer, de les mettre en œuvre. Ça sera un vrai challenge et loin d'être évident. Oui, le calendrier ambitieux et complexe, j'en ai déjà parlé. Et est-ce que ça sera faisable? C'est une question que je pense ce sera difficile de répondre dans ce cadre-ci sans le point de vue des politiques. Voilà, je pense qu'on en a fini. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il nous reste quelques minutes, je vous propose de peut-être faire les questions-réponses.
Je ne sais pas si Samuel, tu as eu quelques questions, ou sinon on peut peut-être couper les micros des uns et des autres. Enfin, ou sinon vous pouvez utiliser vos micros, pardon. Je ne sais pas si vous aviez des remarques, sinon vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions des uns et des autres. Si jamais on manquera pas de vous partager la présentation via un lien, si jamais vous voulez la reparcourir. Si vous souhaitez aborder un sujet plus spécifique, lié à un cas client, savoir s'il a fait bien les choses dans les temps pour avoir le droit à l'ancien dispositif ou ce genre de choses, ben, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un petit email après coup. Ça sera l'occasion de reprendre, voilà, de vous répondre et d'échanger à ce sujet. Je vous remercie. Au revoir. Très bonne journée à vous.